Bonjour à tous. Bonjour. On est ravis de vous retrouver pour ce dernier webinaire de l'année consacré à la mise en conformité RGPD. On va laisser encore une petite minute ou deux pour que tout le monde puisse se connecter tranquillement. Est-ce que vous nous entendez bien? N'hésitez pas à faire un petit retour dans le chat. On a donc Karine de chez RGPD Express qui va être là pour répondre à certaines de vos questions, en mettre certaines éventuellement de côté auxquelles on répondra en fin de webinaire. Et puis s'il y a des petits problèmes de son, on a également notre assistant Webikeo. Apparemment c'est bon pour tout le monde. Impeccable. Écoutez, on est ravis de vous accueillir pour ce dernier webinaire de l'année, comme l'a dit Cécile. Si vous êtes là, c'est que normalement, vous avez d'excellentes intentions pour 2024, que ce soit de mettre à jour un petit peu votre démarche RGPD ou alors d'initier les choses tout simplement. C'est ce qu'on va regarder ensemble un petit peu aujourd'hui. Au programme du jour, donc on va regarder un petit peu par quel bout prendre la démarche RGPD, comment on se lance dans les différentes étapes pour mettre les choses en place en interne. Quelles preuves est-ce que vous pouvez apporter à la CNIL en cas de contrôle, donc les livrables indispensables. Comment justifier auprès de vos clients si vous avez ce type de questions, notamment pour des dossiers, des partenariats, des prestataires ou autres. Et enfin, comment se mettre en conformité si vous n'êtes pas expert sur le sujet. Quels peuvent être les moyens pour vous faire gagner du temps et puis pour pouvoir vous saisir du sujet et gérer tout ça en interne. Une petite présentation d'RGPD Express, puisque RGPD Express a été créé par différents associés. Donc, on a Benjamin Bourgeois qui est notre avocat dédié sur toute la partie RGPD. On a Thierry et Sandra qui sont tous les deux dirigeants d'agences digitales. On a également la société Subskill avec Thomas et Gérald qui s'occupent de toute la partie développement de l'outil et Tanguy qui nous accompagne plutôt sur toute la partie process sur le sujet. Pour la petite histoire, RGPD Express a été créé donc, par Thierry et Sandra à la base, qui tous deux, dirigeants d'agences digitales, ont perdu l'un de leurs plus gros clients lorsque le RGPD est rentré en vigueur en 2018. Et ça a été un petit peu le branle-bas de combat en interne pour pouvoir mettre les choses en place. Et puis de là est née la collaboration donc avec Benjamin pour essayer de trouver une solution à apporter d'une pour des entreprises comme les leurs, mais également auprès de leurs clients pour pouvoir les accompagner dans leur mise en conformité et donc de pouvoir leur proposer un outil adapté, simple, intuitif pour pouvoir mettre en place la démarche RGPD en interne. C'est vrai qu'en 2018, il n'y avait pas vraiment de solution qui existait. Souvent, il fallait se référer à un avocat pour pouvoir le faire. Et donc, notre mission à nous aujourd'hui, c'est de simplifier votre mise en conformité RGPD et de la rendre, bien sûr, la plus accessible possible. Et cet outil, finalement, il va être collaboratif et clé en main pour pouvoir vous épauler à chaque étape de cette démarche. Alors, à qui s'adresse? À toutes les organisations qui sont vraiment soucieuses du cadre légal et aussi de leur image de marque. On vous montrera tout à l'heure les impacts que ça peut avoir. Donc, c'est vraiment dédié à la fois aux associations, mais aussi aux entreprises. Il n'y a pas d'organisation type. Le RGPD s'adresse à tous. On vous l'expliquera sur les données personnelles. Et c'est une plateforme qui est vraiment 100% opérationnelle, avec tous les outils dont vous avez besoin, documents juridiques, fiches pratiques pour vous guider pas à pas. On va commencer par un petit sondage. C'est toujours intéressant pour nous de savoir un petit peu ce que vous évoque le RGPD. Est-ce que c'est quelque chose... Alors, je vous mets le petit sondage. Donc, c'est dans la partie droite de votre écran. Vous avez un petit onglet pour les sondages et vous pouvez sélectionner donc, la réponse qui sera la plus adaptée. Est-ce que c'est un sujet qui est complètement abstrait pour vous? Est-ce que vous avez quelqu'un qui traite le sujet en interne ou est-ce que c'est vraiment compliqué pour vous de trouver la ressource pour pouvoir traiter le sujet? Est-ce que vous manquez de temps? Ça, c'est une réponse qu'on a quand même très régulièrement. Ou est-ce que vous êtes tout simplement déjà expert en la matière et c'est déjà quelque chose qui est assez rodé dans votre structure? N'hésitez pas à nous faire un petit retour. Bon, c'est assez partagé entre vous ne comprenez pas ce qui est attendu et un manque de temps. Et ça, c'est vraiment un des plus gros points pour traiter le sujet. Le temps à accorder à la démarche,
D'où l'intérêt pour nous de proposer un outil aussi à nos clients qui va vous permettre, comme le disait Cécile, de vous guider pas à pas avec un process bien établi et tous les supports nécessaires pour vous accompagner sur le sujet. Alors finalement, pour rappel, qu'est-ce que le RGPD? Donc c'est un règlement qui est européen. Il vient harmoniser vraiment la réglementation sur les données personnelles pour tous les pays d'Europe. Donc il est en vigueur depuis le 25 mai 2018. Donc finalement là, on est déjà à plus de 5 ans de la réglementation. Donc il est vraiment temps de vous mettre à jour. C'est très important, c'est une obligation légale. Et puis voilà, l'objectif c'était de renforcer les droits, nos droits aussi pour nous citoyens sur nos propres données personnelles. Et puis, comme je vous disais, d'harmoniser vraiment la protection des données dans le cadre européen. Pour rebondir sur ce que disait Cécile, renforcer le droit européen, j'imagine que vous êtes tous, à titre personnel, extrêmement sollicités avec des emails, des SMS, tout type de démarchage téléphonique ou autre. Ça rentre vraiment dans cette démarche RGPD. Comment je transmets mes données personnelles, qu'est-ce qu'on est amené à en faire derrière, et on est tous impactés à titre personnel. Donc voilà, mettez-vous à la place de vos clients, de vos adhérents quand vous entamez cette démarche. Alors, par où commencer? La première chose pour prendre le sujet en main, c'est de choisir ce qu'on appelle un pilote, nous, ou un référent interne, en tout cas quelqu'un qui va pouvoir piloter ce projet. Alors, on l'appelle aussi dans la réglementation RGPD le DPO, le délégué à la protection des données, Data Protection Officer en anglais. Donc, dans certains cas, il faut le nommer officiellement. Dans les autres cas, c'est la personne en interne, votre référent. Ce qui ne vous empêche pas, bien sûr, de traiter le sujet avec, par exemple, les chefs d'équipe et à plusieurs en mode collaboratif. Mais c'est important d'avoir une personne identifiée, en tout cas dans votre structure, et de le former à cette mission. Donc, la CNIL émet certaines recommandations sur les profils tout au moins à éviter, parfois parce qu'il y a conflit d'intérêts ou parfois parce qu'on a un alternant, par exemple, ou un stagiaire qui ne connaît pas suffisamment la structure et qui n'est pas suffisamment présent pour pouvoir exercer ce type de poste. Mais l'idée, c'est en tout cas de pouvoir prendre le sujet en main et de piloter ça efficacement. Donc, c'est un petit peu toute la démarche qu'on va vous présenter aujourd'hui avec les 7 étapes qu'on vous propose pour mettre en place votre démarche RGPD. La première étape, ça va être de dresser l'état des lieux des données que vous collectez, mais également des différents stockages sur lesquels on peut retrouver ces informations. On va aborder toute la partie juridique avec la sécurisation de vos relations via des supports juridiques qui sont à votre disposition sur la plateforme. Toute la partie sécurité informatique, comment est-ce que je m'assure que les données que je collecte sont bien sécurisées avec les outils que j'utilise en interne. Cartographier les accès, donc qui accède aux données que je suis amenée à collecter, que ce soit en interne ou en externe, et également tout ce qui va concerner les durées de conservation et d'archivage, qui est un vaste sujet. La sensibilisation des collaborateurs, ça aussi, ça fait partie de la démarche RGPD. Mettre en place vos différents process, les exercices de droit, les violations de données qu'on abordera également. Et pour concrétiser un petit peu tout ça, la mise en place donc, de vos registres d'activités de traitement impératifs, puisque ça fait notamment partie des livrables que demande la CNIL en cas de contrôle. Voilà un petit peu ce qu'on va détailler aujourd'hui. Alors, tout d'abord, ce qu'on peut commencer par faire, c'est rappeler ce qu'est une donnée personnelle. La base. Parce que c'est vrai que ça peut paraître évident, mais parfois, il peut aussi y avoir des confusions. Donc, vraiment, la définition de la CNIL, c'est toute information relative à une personne physique. Donc, dès lors qu'une personne peut être identifiée directement ou indirectement, on est dans le cadre de la donnée personnelle et donc dans le cadre de la réglementation RGPD. Donc, il y a 2 catégories de données. Il y a les données personnelles directes et tout ce qui est état civil, nom, prénom, photo,
adresse email, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, dès lors qu'il y a par exemple un nom et un prénom, on peut identifier la personne, son CV, son IBAN, etc. Et puis, vous avez aussi une catégorie un petit peu à part, ce sont les données personnelles dites sensibles, comme les données de santé, les données biométriques, les condamnations pénales, infractions, orientations politiques, sexuelles, religieuses. Donc ça, c'est des données qui méritent un encadrement particulier et une attention vraiment toute particulière vraiment sur ces données-là. Donc, il faut être vigilant sur comment on les collecte et vraiment, est-ce qu'on en a besoin surtout. Voilà, donc ça, c'est peu importe le nombre de données que vous collectez, que vous ayez 100 clients ou que vous en ayez 100 000, la réglementation reste la même. Donc, vraiment, soyez vigilants sur toutes ces données que vous allez collecter. Et également, peu importe la taille de votre structure, on entend souvent je travaille seul, j'ai pas besoin. Peu importe la taille de votre structure, la quantité de données que vous collectez, que vous soyez une association, une entreprise, du privé, du public, vous êtes fatalement concerné par le RGPD à partir du moment où vous collectez des données prestataires, salariés, clients, prospects, etc. Et je rebondis sur ce que disait Cécile sur la partie indirecte. À titre d'exemple, une plaque d'immatriculation est une donnée personnelle indirecte puisque en recoupant un certain nombre d'informations, on va pouvoir retrouver l'identité de la personne. Donc là aussi, soyez vigilants sur ce type d'éléments. Ça fait partie voilà, des données personnelles aussi potentiellement à sécuriser. Donc ce que vous disait Cécile, ça revient donc à la toute première étape quand vous entamez votre démarche, à savoir l'état des lieux. On va venir recenser tout ce que vous êtes amené à collecter comme type de données, donc état civil, données bancaires, etc., etc., sur vos différentes parties prenantes. Qu'est-ce que je collecte pour mes collaborateurs, pour mes prospects, sur mes clients, sur mes prestataires et fournisseurs, mais aussi tout ce qui est lié à ma structure, sur les associés, vos mandataires, des gérants ou autres. Et puis, dans un deuxième temps, on va venir identifier quels sont les stockages sur lesquels on peut retrouver ces informations. Typiquement, boîte mail, des hébergeurs, un serveur interne, vos outils également, CRM, ERP, etc., des outils bureautiques, le back-office, ce genre de choses. Donc, on va venir recenser tous ces différents types de stockage. Ça, c'est vraiment la première étape dans votre état des lieux, impératif pour pouvoir voilà, déjà éclaircir un petit peu le sujet et savoir où est-ce qu'on met les pieds. La deuxième étape, donc, c'est la partie juridique. Donc, on va venir ici donner de l'information, de la transparence sur tout ce que vous faites des données personnelles. Et puis, comme le disait Clémence, encadrer les relations avec vos différentes parties prenantes. Donc, la première chose, c'est de rédiger votre politique de protection des données personnelles. Qu'est-ce que c'est que ça, Clémence? On peut l'appeler aussi politique de confidentialité. C'est un document à vocation commerciale qui doit être notamment affiché sur votre site web, mais que vous devez quand même avoir à disposition de vos clients, de vos prospects, si vous n'avez pas de site web. Et c'est un document où finalement on va venir détailler certaines informations, donc qui est le responsable de traitement, quelles données on collecte, qu'est-ce qu'on en fait, combien de temps on les conserve, est-ce qu'on les transfère hors Union européenne, comment on les protège, comment exercer ses droits en tant qu'individu. Voilà, tout ce type d'information va apparaître dans cette politique de protection des données personnelles. La deuxième chose, ça va être de mettre à jour vos conditions générales de vente ou de service ou d'utilisation, si c'est un abonnement. Il doit y avoir des mentions RGPD aussi qui apparaissent. Donc, soit on les détaille, soit on donne accès aussi à votre politique de protection des données personnelles. Et on peut donner bien sûr l'adresse mail du DPO, de la personne en charge, en tout cas de la réglementation en interne, où on peut exercer ses droits. On vous en parlera un petit peu plus tard dans les process. Pour les collaborateurs, on peut rédiger une charte d'engagement RGPD en leur demandant de respecter la confidentialité des données de l'entreprise, mais aussi leur espace de travail, la sécurité de leurs outils, vraiment de faire attention à tous les traitements de données personnelles qui vont pouvoir opérer. Ne pas laisser traîner des petits post-it sur les bureaux avec des numéros de téléphone, des noms, des prénoms, etc. Tout ça, ça rentre dans le cadre de la charte d'engagement des collaborateurs. Bien sûr. Et puis, vos collaborateurs et candidats au recrutement doivent aussi avoir à leur disposition une politique de protection de leurs données personnelles. Ils ont le droit aussi, finalement, comme vos clients et vos prospects, vos internautes, à cette transparence
Donc, à qui vous allez transférer les données, un comptable extérieur, un juriste, qu'est-ce que vous allez en faire. Ça vient aussi vous protéger en tant qu'organisme. Donc, c'est important aussi de rédiger ce document à leur attention et puis de leur remettre, bien évidemment. Vous pouvez l'annexer au contrat d'embauche également. Et puis, des contrats, tout simplement, pour encadrer la réglementation RGPD. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas transférer librement des données personnelles à un prestataire, à un sous-traitant ultérieur, si on n'a pas encadré cette relation. Même les outils que vous allez être amenés à utiliser, que ce soit un outil RH ou un CRM client, assurez-vous, avant d'acheter ou de prendre un abonnement sur cet outil et de mettre vos données personnelles dedans, que cet outil soit aussi respecte la réglementation. Et tout ça, ça va s'encadrer par des conditions générales de vente qu'on va signer mutuellement. Et bien sûr, la CNIL peut vous le demander en cas de contrôle. Il y a eu des amendes cette année sur différentes structures comme Cityscoot, Canal+, parce qu'il y avait des contrats qui n'étaient pas suffisamment encadrés. Et pareil avec vos clients, si vous agissez en tant que sous-traitant, ça s'encadre aussi. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que si votre organisation collecte des données, vous en êtes légalement responsable. Donc, c'est à vous de vous assurer à qui vous les transmettez, qu'est-ce que la personne va en faire et encadrer le traitement que votre prestataire ou sous-traitant va faire de ces informations. Ça, c'est essentiel. On passe maintenant sur toute la partie sécurité informatique. Donc, on a collecté, on a fait l'état des lieux, on va dire, des données qu'on collecte. On sait où est-ce qu'elles sont stockées, on a sécurisé nos relations. Maintenant, il va s'agir en interne de s'assurer que tout ce qu'on a mis en place permet de sécuriser les données qu'on a en notre possession. Pour ça, plusieurs choses. On va vérifier les contrôles des accès, donc tout ce qui a trait notamment au mot de passe, etc. Tout ce qui va concerner les mesures de traçabilité, la protection des logiciels, les sauvegardes, éventuellement du chiffrement de données. Si toutefois, c'est dépendamment, là aussi, dépendamment des données que vous êtes amené à collecter, on va mettre en place ou non du chiffrement de données. Ça ne concerne pas toutes les structures. Ça c'est un petit peu au cas par cas. L'objectif, c'est vraiment de lister toutes les actions que vous avez mises en place pour sécuriser vos informations. Pensez bien aussi à tout l'aspect télétravail, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé. Ça nécessite aussi de mettre à disposition des collaborateurs des mesures de sécurité quand ils sont chez eux ou ailleurs pour sécuriser là aussi les accès aux informations, etc. Et on vous recommande le petit guide de l'ANSSI qui est très bien fait et vous avez aussi un MOOC que vous pouvez tout à fait mettre à disposition des collaborateurs. Donc, vous avez différents modules. L'idée, encore une fois, c'est de sensibiliser à la sécurisation des données et puis d'être vigilant quand on reçoit des mails qui semblent éventuellement un petit peu suspects. Toute cette partie-là est abordée directement sur le MOOC de l'ANSSI qu'on vous recommande vivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que 90% des cyberattaques passent par email. Donc, chaque personne dans l'entreprise a un rôle vraiment clé aussi à jouer. Et aujourd'hui, c'est presque une PME sur deux qui est cyberattaquée chaque année. Et donc, la réglementation RGPD est vraiment le seul texte qui vous demande des dispositions en matière de cybersécurité. Et comme l'a dit Clémence, à hauteur des données que vous collectez, parce qu'un hôpital et une petite boutique n'auront pas forcément les mêmes mesures de protection. Mais il faut pouvoir le justifier. C'est important. L'étape 4, donc dans notre démarche telle qu'on l'a découpée, en tout cas de conformité, c'est l'étape de ce qu'on appelle nous les cartographies. Donc on va venir identifier, analyser les données. Déjà, commencez par supprimer toutes les données que vous n'utilisez pas. Vraiment, assurez-vous déjà de collecter uniquement les données dont vous avez besoin, c'est important. Et puis, parfois, on a des archives qui sont très, très longues et dont on ne met jamais les pieds dedans et dont on n'a plus besoin. Donc, commencez par ça, faites du tri. Et puis, le premier process, la première cartographie, c'est vraiment d'établir votre politique interne en matière de durée de conservation. C'est un des points les plus difficiles de la réglementation, on en a bien conscience. Que ce soit vos données salariés, prospects, fournisseurs, la réglementation RGPD maintenant interdit de les garder à vie.
Donc, il va falloir pour votre structure déterminer comment vous allez procéder, combien de temps vous allez les conserver. Donc, il y a deux phases, hein. Il y a l'utilisation courante et puis il y a une phase d'archive pour se prémunir, par exemple, d'un contentieux, des choses comme ça. Et puis après, il va falloir supprimer ou anonymiser ces données. Donc, la CNIL a déjà donné un cadre de référence qui aussi fait lien avec, par exemple, le code du travail, le code du commerce. Il y a déjà des bases. Et puis après, c'est propre aussi à votre activité parce que chaque métier peut avoir des obligations différentes en matière de durée de conservation. Ce qu'il faut, c'est tout simplement pouvoir le justifier auprès de la CNIL en cas de contrôle. Typiquement, on a l'exemple par exemple du bâtiment. Vous avez la garantie décennale. Par obligation, on sait que ce type d'entreprise va devoir conserver des informations pour une durée peut-être plus longue que ce qu'a indiqué la CNIL. Là aussi, il faut que ça soit en lien avec votre secteur d'activité. Mais comme le disait Cécile, impérativement, on est extrêmement conservateur en termes de données personnelles, des données qui ne sont plus utilisées, qu'on conserve, mais ça augmente les risques. Et en cas de contrôle, bien entendu, ça peut être pénalisé par la CNIL. Donc, surtout, soyez vigilants sur les données que vous conservez comme ça de manière assez longue. Ça fait de la place sur les bureaux aussi, on nous le dit souvent. Et puis, donc la deuxième cartographie, ça va être de recenser, comme le disait Clémence tout à l'heure, tous les accès à vos données. Donc, qui a accès à mes données personnelles, par exemple, de vos salariés, en interne, quels sont les services qui ont accès, et en externe, est-ce que j'ai, je ne sais pas, un groupe, une filiale, un sous-traitant, un hébergeur, un prestataire informatique, un comptable, qui d'autre peut avoir accès aux données de mes salariés. Ces informations vont également apparaître dans vos registres et vont vous permettre donc bien cartographier tout ça dans l'entreprise de manière précise. Et puis, ça peut permettre aussi de vous rendre compte, c'est souvent le cas au sein des structures, qu'il y a peut-être des collaborateurs, par exemple, qui ont accès à certaines informations et qui n'en ont pas l'utilité dans le cadre de leur mission au quotidien. Donc, ça permet aussi de remettre un petit peu les choses au carré en interne et puis de recadrer un petit peu les accès de chacun, dépendamment des données personnelles qu'on a au sein de la structure. On passe sur toute la partie communication et process. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le cadre de votre démarche RGPD, il va falloir sensibiliser vos collaborateurs sur le sujet. Je dis bien sensibiliser, l'objectif, c'est pas d'en faire des experts sur le sujet, rassurez-vous, mais qu'ils sachent un petit peu de quoi on parle, un petit peu comme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend par une donnée personnelle, les points sur lesquels il faut être vigilant, leur permettre aussi d'identifier quel va être le référent en interne, vers qui est-ce qu'on peut se tourner si on a des questions, si on a une demande d'un client de supprimer ces informations ou d'un prospect. Donc voilà, l'idée c'est de leur donner un petit peu plus de contexte sur ce règlement pour qu'ils soient un petit peu plus sensibles et qu'ils soient à même de répondre aux différentes questions qu'ils pourraient avoir sur le sujet. Définir aussi le rôle donc, du référent RGPD, du DPO en interne. Et puis, leur expliquer un petit peu les différents process internes. On entend par là tout ce qui va concerner les violations de données. Si on constate une violation de données, qu'est-ce qu'on doit faire? Vers qui est-ce que je me tourne? Qui est-ce que j'alerte au sein de ma structure? Et de la même manière, pour ce qu'on appelle aussi les droits des personnes concernées, donc les demandes que vous pouvez avoir de suppression de données, modification de données personnelles, le droit à l'oubli, la portabilité des données pour certains secteurs d'activité. Tout ça aussi, c'est des demandes auxquelles on doit être en mesure de répondre avec un délai bien défini. Donc là aussi, si on a des questions, vers qui est-ce que je me tourne au sein de ma structure? Ça, c'est des choses extrêmement importantes, notamment dans le cas de la violation de données, puisque vous avez un registre interne des violations à tenir. Et ça fait partie des livrables que peut demander la CNIL en cas de contrôle. Donc, c'est extrêmement important de recenser les violations de données que vous êtes amené à constater. Et si toutefois c'est nécessaire, de les répertorier également à la CNIL via le formulaire dédié sur leur site. Et puis les process, on le disait tout à l'heure, vous allez définir des durées de conservation que chaque service va devoir suivre.
forcément, le DPO seul n'y parviendra pas. Il faut embarquer des équipes avec vous. Et cette sensibilisation va servir aussi à ça. Et puis, comme on parlait tout à l'heure du MOOC de l'ANSSI pour la cybersécurité, vous avez aussi un MOOC de la CNIL dédié à la réglementation RGPD. Donc, vous pouvez très bien sélectionner quelques modules aussi et les utiliser pour vos collaborateurs quand il y a des périodes un peu plus creuses, par exemple, ça peut être utile. Et la dernière étape, ça va être de formaliser vos registres d'activités de traitement. Le terme est un peu barbare. Finalement, ce document, c'est un petit peu la finalité de votre mise en conformité. Ça va être d'expliquer tout ce que vous faites des données personnelles dans l'entreprise, tous vos traitements de données, on l'appelle comme ça, le terme exact est le traitement de données. Donc on va vraiment identifier l'organisme qui est responsable de traitement, le DPO, est-ce qu'il y a un responsable de traitement conjoint, par exemple, sur certains traitements de données. On va venir les décrire, ces traitements de données. Par exemple, en administration RH, qu'est-ce qu'on fait des données des salariés? On va venir vraiment lister tous les traitements qu'on peut être amené à opérer. Les personnes, bien sûr, concernées, quelles données on va venir traiter ici de nos salariés, combien de temps on va les conserver, est-ce qu'on va les garder plus longtemps, auquel cas il faudra le justifier, les accès internes et externes, comme on vous en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on est amené à les transférer hors Union européenne? C'est une information importante aussi. Et puis, toutes les mesures de sécurité techniques et organisationnelles que vous avez mis en place pour protéger les données. Donc, technique, ça peut être lié, bien sûr, à tout ce qui est informatique notamment. Et organisationnel, ça peut être tout ce qui est protection des locaux. Les armoires sous clé, vidéosurveillance, voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Ce que vous avez mis en place, en tout cas, dans l'entreprise, restreindre les accès, etc., etc. Gardez en tête qu'en gros, vos registres, c'est un petit peu tout le déroulé qu'on vient de faire ensemble. Une fois que vous avez établi tous ces différents éléments, il va falloir les concentrer dans un registre qui doit être possiblement mis à disposition de la CNIL en cas de contrôle. Ça fait partie des livrables. Donc, par obligation, il vous faut un registre d'activité de traitement qui peut avoir différentes formes. Ça peut être un document Excel, un document Word. Vous pouvez utiliser les exemples de la CNIL. Vous pouvez utiliser, je ne sais pas si votre avocat a des exemples à disposition, ou des plateformes telles que la RGPD Express, par exemple, où vous avez là aussi des modules qui vous permettent de mettre en place vos registres d'activité de traitement de manière peut-être un petit peu plus collaborative qu'un support Word ou Excel. Et la difficulté aussi de la réglementation RGPD et aussi des registres, c'est de le maintenir à jour dans le temps. Pensez bien à faire des revues, alors pas forcément journalières, mais pensez bien que trimestriellement ou semestriellement, c'est bien quand même d'aller jeter un œil parce qu'une entreprise évolue. Vous aurez peut-être de nouveaux traitements de données, peut-être que l'année prochaine, vous allez décider de faire un jeu concours pour vos prospects. Et bien, il faudra l'ajouter dans votre registre destiné à cet effet. Donc voilà, pensez bien à jeter un coup d'œil de temps en temps parce que le danger de la réglementation, c'est qu'on a tendance à s'y pencher une fois et après on oublie. Et donc, un outil vous permet aussi de piloter toutes ces mises à jour et voilà, de pouvoir les répertorier facilement. Il peut y avoir plein de petits changements qui, comme ça, vous semblent pas forcément impactants, mais un changement de logiciel, voilà, venez le recenser, des nouvelles données qui sont collectées, comme le disait Cécile, des nouveaux traitements, un nouveau prestataire qui vous obligerait à transférer des données en dehors de l'Union européenne. Tout ça, ça nécessite des nouvelles sécurisations que vous avez mis en place, des nouveaux types de stockage, des sauvegardes, ce genre de choses. Refaites une petite passe trimestrielle pour vous assurer qu'on ait des registres qui soient toujours bien à jour. Vous avez également des obligations liées à votre site internet, puisque sinon ça ne serait pas drôle. Vous avez toute la partie donc démarche RGPD en interne, mais aussi sur votre site. C'est extrêmement important puisque votre site internet, ça va être la vitrine de votre entreprise. Donc, ça va montrer un petit peu à quel point vous êtes engagé, on va dire, dans cette protection de données, dans cette démarche. Et puis, il y a aussi des obligations que la CNIL peut être à même de contrôler. Elle fait des contrôles en ligne qui sont beaucoup plus simples pour elle à réaliser que des contrôles physiques. Donc, c'est important de tenir votre site internet également à jour de ces obligations. Les différents points de contrôle, on va avoir donc votre bandeau de cookies.
avec des éléments là aussi à vérifier, à mettre à jour. Votre politique de protection de données, donc ça Cécile en a parlé tout à l'heure, c'est le document qui va recenser les différents traitements, les sécurisations, durée de conservation, grosso modo la transparence que vous allez apporter à quelqu'un qui va laisser ces informations sur votre site internet, et ce qu'on appelle le formulaire de collecte de données, qui est ni plus ni moins le formulaire voilà, de contact sur votre site internet. Que vous ayez un site marchand ou non, vous devez répondre aux mêmes obligations. C'est pas parce que vous collectez pas de données au sens marchand du terme que vous n'êtes pas impacté. Voilà. Tout site internet doit se conformer à cette réglementation RGPD. Dans les formulaires de collecte, vous avez aussi des pages telles que inscrivez-vous à notre newsletter, postulez chez nous. Dès l'instant où vous allez recueillir des données personnelles, pensez bien qu'il y a des mentions RGPD qui sont obligatoires et un lien vers votre politique de protection des données, comme ça on a le détail au complet. Pour vous donner des petits exemples, on vous a mis à l'écran par exemple des formulaires de collecte conformes et pareil un bandeau de cookies qui est conforme. Donc comme vous le voyez sur le formulaire de collecte, on va avoir la petite case à cocher pour s'assurer que la personne ait bien pris connaissance de ce pourquoi ces données seraient utilisées, avec un lien vers la politique de confidentialité ou politique de protection de données, hein, c'est la même chose. Et puis le petit laïus juste en dessous qui va indiquer voilà, si c'est transmis à des partenaires ou d'autres prestataires. Voilà, ça reprend vraiment tous les éléments qui doivent figurer sur un formulaire de collecte pour que la personne soit complètement avertie et qu'on soit complètement transparent avec elle. Et à droite de votre écran, vous avez un bandeau de cookies. Là aussi, vous devez avoir les 3 boutons accepter, refuser et personnaliser. Techniquement, aucun des 3 ne doit être mis en avant d'une manière particulière, donc ils doivent avoir la même forme, le même visuel. Et puis la personne, elle doit être à même de pouvoir accepter ou refuser certains types de cookies, dépendamment de ce qu'elle souhaite ou non faire de ses données personnelles. Il faut savoir que les cookies peuvent traquer aussi notamment l'adresse IP, et donc c'est pour ça que ça rentre dans le cadre du RGPD. Donc pour tous les cookies qui sont dits non fonctionnels, donc nécessaires au fonctionnement du site, donc les cookies marketing, mesure d'audience, si vous avez des outils comme Google Analytics, Matomo, des choses comme ça, on doit demander un consentement en amont avant de déposer le cookie. Donc ça, c'est vraiment obligatoire. Soyez vigilants sur cet aspect. Et donc, on va vous faire un deuxième petit sondage pour savoir si votre site internet est conforme ou non à la réglementation RGPD. Clémence vient de l'ouvrir, donc sur votre droite. Est-ce que vous n'avez pas de site internet et donc vous n'êtes pas concerné? Est-ce que vous avez besoin d'aide sur le sujet? Est-ce que vous êtes plutôt en conformité mais qu'il vous reste quand même 2-3 petites choses à vérifier et à corriger? Ou est-ce que vraiment vous pouvez dire que le site est 100% conforme aujourd'hui? On attend vos petits retours. Donc, toujours dans la partie droite de votre écran. Et c'est toujours anonyme, ne vous inquiétez pas. Bien entendu. On a un petit peu de tout. Des petites corrections à apporter, des sites 100% conformes, pas de site internet. Super. Dans l'ensemble, c'est un sujet que vous avez, semble-t-il, traité en interne. C'est souvent le premier point, hein, qu'on s'assure de mettre en conformité notre site internet, parce que c'est ce qu'on entend très régulièrement de la part de nos clients, c'est la partie visible, donc on s'assure voilà, qu'on ait fait le nécessaire. C'est plutôt voilà, la partie interne, on va dire, qui pêche généralement là-dessus. Et donc, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de la CNIL. Clémence, on n'a pas bien expliqué ce que c'était la CNIL. Donc, la CNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Donc, c'est le régulateur français des données personnelles. Et c'est vraiment l'autorité administrative indépendante en France. Donc, c'est vraiment cet organisme qui peut être amené à contrôler tout type de structure, organisme public, association, entreprise, peu importe sa taille. Et donc, qui est concerné, c'est vraiment toutes les structures qui vont être amenées à traiter des données personnelles et qui disposent d'un établissement en France ou qui collectent des données de personnes résidant en France. Donc, même une agence de voyage au Pérou, si elle collecte des données de résidents français, elle doit se conformer à la réglementation en vigueur. Et donc, la CNIL peut être amenée à effectuer 4
quatre formes de contrôle. Donc, il y a soit le contrôle sur place, donc là, dans vos locaux, soit une audition sur convocation, donc là, c'est vous qui vous déplacez. Les contrôles en ligne, donc notamment sur le site internet, et puis sur pièce, où elle va vous demander notamment des livrables, souvent dont on vous a parlé précédemment. Donc voilà, il faut être vigilant sur ces sujets-là. Et c'est vraiment la CNIL le référent. Alors bien sûr, elle a aussi un rôle d'accompagnement et d'information. Elle n'a pas un rôle que de contrôle et de sanction. Mais voilà, c'est l'organisme auquel vous référez sur les cas français. Si vous avez des questions, d'ailleurs, vous pouvez la contacter. Il y a des lignes téléphoniques. Il y a aussi des lignes téléphoniques avec des créneaux horaires spécifiques pour certains secteurs d'activité notamment. Donc voilà, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les contacter. Le RGPD, alors on le voit souvent comme une contrainte. Gardez en tête que ça peut aussi être un atout pour votre entreprise. Il y a différents éléments qu'il va falloir distinguer. Vous avez d'un côté tout ce qui va concerner notamment les sanctions, on en entend très souvent parler. Vous avez d'ailleurs sur le site de la CNIL toute une partie avec les sanctions de la CNIL, qu'elles soient financières, les mises en demeure ou autres. Donc voilà, ça c'est des choses que vous pouvez facilement consulter. Gardez en tête que ça peut aller jusqu'à 4% de votre chiffre d'affaires mondial. Donc pour une structure qui aurait des entités au niveau international, elles sont également prises en compte dans la sanction financière. Vous avez aussi tout ce qui va concerner la perte, et ça c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus maintenant, la perte de nouveaux clients. On dit nouveaux clients puisque de plus en plus dans les appels d'offres, pour travailler avec des partenaires, des prestataires, ça fait partie des conditions à remplir. Ils s'assurent que les partenaires avec lesquels ils vont être amenés à traiter respectent les engagements, la réglementation. Et donc, ça peut potentiellement vous faire perdre aussi des nouveaux clients. Donc, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut être assez vigilant. Et puis, la perte de confiance, puisque, comme on le disait tout à l'heure, on a aussi côté citoyen, des citoyens qui sont beaucoup plus sensibles au sujet du traitement de leurs données. On est beaucoup plus informés, on entend beaucoup plus parler. Donc là aussi, il y a un site internet où on n'aurait pas un certain nombre déjà d'informations ou alors du démarchage abusif, etc. Ça peut engendrer une perte de confiance de la part de vos clients qui vont potentiellement se tourner aussi vers d'autres structures, d'autres organisations. Donc, c'est à prendre en compte dans le cadre de votre mise en conformité RGPD. Et puis, au-delà de ça, vous avez aussi tout l'aspect gain-bénéfice, puisque c'est des éléments dont vous allez potentiellement avoir besoin si vous êtes dans des démarches de labellisation, de certification, notamment avec les normes ISO, les certifications CALEPI, RSE, pour toutes les structures qui sont dans une démarche RSE, on est clairement impacté par toute cette démarche RGPD également, Cybervadis, etc. Donc là aussi, plus vous allez rentrer dans cette démarche RGPD, plus ça va être bénéfique pour vous aussi dans le cadre de toutes ces certifications, labellisations en interne. Et puis, bien entendu, vous avez aussi tout ce qui est image de marque, puisque pour deux organisations qui vont faire la même chose, un client sera potentiellement plus sensible à une structure qui va mettre en avant aussi toute cette démarche. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait utiliser aussi, je dis bien entre guillemets à des fins commerciales. N'hésitez pas à le mettre en avant dans votre communication. Que c'est quelque chose sur lequel vous êtes vigilant, auquel vous apportez une attention toute particulière. Ça sera forcément bénéfique pour votre image de marque et pour votre marque employeur également. On vous a mis à l'écran quelques exemples de contrôle de la CNIL, juste pour vous montrer finalement qu'il n'y a pas un sujet qui est plus important qu'un autre dans tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Donc on peut voir que ça peut être à la fois tout ce qui est prospection, pratique publicitaire, ça peut être votre bandeau de cookies qui n'est pas conforme aux exigences de la réglementation, ça peut être la sécurité des données, les durées de conservation, comme pour la société Discord ici, la prospection, on l'a dit, les sites internet insuffisamment sécurisés, aujourd'hui il y a plein de sujets, les contrats de sous-traitance pour Cityscoop et pour Canal+,
Donc vraiment, ne privilégiez pas un aspect plutôt qu'un autre parce qu'ils sont vraiment tous importants au même niveau. Et donc, on vous a mis à la fin quelques apports, en tout cas, qu'une solution comme la nôtre sur lesquels on pourrait vous aider. Hein. C'est vraiment RGPD. Quels sont les bénéfices d'utiliser une solution comme ça qui serait complètement à votre disposition avec tous les supports nécessaires plutôt que d'aller chercher sur le site de la CNIL, contacter votre avocat, chercher sur Internet. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une solution clé en main avec un process bien défini pour vous éviter aussi de vous perdre un petit peu. C'est souvent les retours qu'on a sur le site de la CNIL, c'est que c'est extrêmement riche. En revanche, pour notamment des petites structures, associations, TPE, PME, il faut aussi prendre le temps de faire le tri et de dégager les informations qui seraient utiles. D'où l'objectif pour nous de vous apporter une plateforme qui serait 100% opérationnelle et collaborative, vous faire gagner un maximum de temps puisque vous avez déjà tous les documents prêts à l'emploi qui sont à votre disposition, des registres auto-générés là aussi pour vous permettre d'avancer assez simplement et intuitivement sur le sujet. Et pas de tableau Excel. Et pas de tableau Excel, tout à fait. Des cases à cocher, donc voilà, quelque chose qui va très vite pour vous aider au maximum aussi. Et puis un appui juridique solide, ça c'est quand même une garantie assez importante avec notre avocat Maître Bourgeois qui nous accompagne sur le sujet. Et puis, on est là aussi pour vous accompagner avec, on peut déterminer ensemble la manière dont vous voulez fonctionner, adapter l'offre dépendamment des besoins que vous avez. Est-ce que vous voulez sensibiliser vos collaborateurs? Est-ce que vous voulez faire auditer votre site? Est-ce que vous voulez être formé sur le sujet, etc. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut échanger de manière individuelle et personnalisée. Et puis aussi et surtout une assistance illimitée sur le sujet puisque vous pouvez contacter la personne référente sur votre dossier autant que vous le souhaitez pour qu'on puisse répondre à vos questions sur l'utilisation de l'outil notamment. Donc voilà, ça c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas hésiter à nous contacter. On sait que souvent, dans les TPE, PME, vous n'avez pas de juriste dédié aussi. Donc c'est aussi pour pallier un petit peu à ça. Que des solutions telles que la nôtre existent. Et donc, on vous montre l'équipe, vous avez nos coordonnées à l'écran, et puis on peut regarder les questions rapidement qui ont été posées dans le chat. On a quelques questions, donc Karine a mis quelques questions de côté. Alors, on a Odile notamment qui nous demande quelle est la durée maximale pour conserver les données. Alors, c'est une question un petit peu plus complexe que ça, puisqu'il n'y a pas une durée de conservation pour l'ensemble de vos données. Dépendamment des traitements que vous allez réaliser, du type de données, vous allez avoir des durées de conservation et d'archivage qui vont varier. Si c'est des données clients, des données prospects, des données collaborateurs, s'il y a des durées qui sont, réglementées, notamment pour toute la partie collaborateur, avec les documents qui sont en lien avec le calcul du trimestre des retraites, tout ce genre de choses. Donc, vous avez vraiment des durées de conservation qui vont varier en fonction des traitements et des durées. Donc, ce serait difficile de vous apporter une réponse comme ça. N'hésitez pas à consulter le site de la CNIL ou à revenir vers nous pour vous montrer un petit peu la manière dont on peut fonctionner et comment on vous accompagne sur le sujet via la plateforme. Alors, ensuite, on a Edwin qui nous demande où mettre la politique de protection des données sur le site. En bas de page de garde en bas. Donc, il n'y a pas finalement d'obligation, mais elle doit être facilement identifiable. Déjà, il faut les dissocier, donc la politique de cookies et la politique de confidentialité peuvent être mises ensemble ou séparées, mais il faut les dissocier des mentions légales. C'est vraiment deux choses différentes. Et effectivement, vous pouvez les faire apparaître en bas de page avec un petit lien, politique de confidentialité, politique de cookies. Au moins, on les retrouve facilement si un utilisateur cherche de l'information à ce sujet. On a une question aussi très intéressante de Zora. Comment savoir si notre registre est complet? Ça, c'est une question qu'on a souvent, où on nous demande, est-ce que vous pouvez me délivrer, entre guillemets, un certificat qui indiquerait que je suis conforme? Personne n'est à même de vous délivrer un certificat qui indique que vous êtes 100% conforme. Seule la CNIL est à même et habilitée à le faire. C'est-à-dire que via un contrôle, elle va pouvoir déterminer si vous avez fait le nécessaire ou pas.
Gardez en tête que là aussi, même si vous avez 2 contrôleurs différents de la CNIL, chacun avec leur sensibilité, ils peuvent appuyer sur un certain point et un autre contrôleur sur un autre point. Il n'y a pas, encore une fois, c'est jamais parfait, c'est jamais complet. Il y a peut-être des petites choses qui sont oubliées, il y a des choses qui auraient mérité peut-être d'aller un petit peu plus loin sur le sujet. En fait, c'est assez, voilà, ça va vraiment dépendre de la personne que vous allez avoir en face de vous et des points, voilà, qu'elle va estimer être conforme ou non. Mais voilà, c'est une question auquel il est difficile de répondre puisqu'on ne peut jamais garantir à 100% qu'on a une conformité vraiment optimale. Ça serait mentir. Vous avez des modèles quand même sur le site de la CNIL si vous voulez vous en inspirer, mais pensez bien que tous vos traitements de données doivent être répertoriés dans un registre. Donc, il faut vraiment tous les indiquer. Ensuite, on nous demande donc s'il faut mettre à jour les registres tous les ans, tous les 6 mois. Donc, il n'y a pas, à ma connaissance en tout cas, de récurrence imposée, mais tenez-les le plus à jour possible. Donc, il peut y avoir des structures qui n'auront pas de nouveau traitement de données pendant 1 an, et puis une start-up qui vient de se lancer, qui tous les 2 mois va effectuer de nouveaux traitements de données. Donc, effectivement, il faut que ce soit aussi le reflet de ce que vous faites dans l'entreprise. Il faut les maintenir le plus à jour possible en cas de contrôle pour pouvoir justifier de tout ce que vous faites des données personnelles. Adaptez-le vraiment à votre structure. Là, encore une fois, un peu comme pour tous les sujets du RGPD, en fonction de votre entreprise, des données que vous collectez, de votre fonctionnement, vous n'allez pas fonctionner tous de la même manière pour gérer chacun votre démarche. Et ça me permet de rebondir sur une question de Myriam. Est-ce qu'il est possible d'avoir un DPO externe à la société ? Oui, là encore, ça dépend de votre structure. Un DPO externalisé, ça va forcément engendrer des coûts supplémentaires plutôt que d'avoir un référent en interne. Ça peut aussi être extrêmement bénéfique si c'est une structure qui est déjà assez importante en termes de chiffre d'affaires, de données collectées, etc. Ou en fonction de son activité. Effectivement, si on est sur une activité avec des données qui sont potentiellement assez sensibles, un DPO externalisé, donc vraiment une personne dédiée sur le sujet, va peut-être être nécessaire et bénéfique pour la structure. Là encore, tout est possible. Il y a plein de manières de réaliser sa mise en conformité via le site de la CNIL, via des plateformes comme les nôtres, via des DPO externalisés. Donc, il faut vraiment trouver la solution qui vous convient le mieux entre gain de temps, sécurisation de vos informations plus ou moins poussées. Voilà, un dépôt externalisé va potentiellement, voilà, c'est son métier, il va passer un temps assez conséquent sur le sujet. Donc là aussi, il faut vraiment adapter en fonction de votre structure, de vos problématiques, des problématiques que vous rencontrez en interne. Et de l'investissement que vous pouvez dédier tout à fait au sujet. Et puis, dernière question, la nomination d'un DPO dépend-il de la taille de la structure ? Non, ça ne dépend pas de la taille de la structure. Il faut savoir qu'il y a certains critères imposés par la CNIL où la nomination d'un DPO est obligatoire. Par exemple, quand on est un organisme public ou quand on est amené à traiter des données sensibles à large échelle, par exemple, ou quand il y a de la surveillance à large échelle, comme une banque, par exemple, qui va suivre tous les comptes de ses clients en temps réel. Ça, c'est des cas qui nécessitent de nommer officiellement un DPO à la CNIL. Dans les autres cas, c'est fort. Donc, en fonction de vos traitements, bien sûr, c'est à regarder un petit peu à la loupe, au cas par cas. Dans les autres cas, c'est pas obligatoire, mais fortement recommandé par la CNIL. Vivement recommandé. Vivement recommandé. Voilà, on espère que ça a pu vous éclairer un petit peu sur le sujet, vous donner des pistes soit d'amélioration, soit pour débuter en tout cas cette démarche de conformité. Il faut commencer petit à petit, il ne faut pas chercher à tout faire en une semaine parce que c'est presque impossible et ne serait-ce que pour se détacher du temps, vous nous le disiez tout à l'heure. Mais voilà, si on fait petit bout par petit bout et qu'on est épaulé, en tout cas c'est tout à fait réalisable pour toutes les structures que vous soyez association, organisme public ou entreprise. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si voilà, vous souhaitez avoir un petit peu plus de détails sur la solution. Et puis, on se permettra également de revenir vers vous, voilà, voir un petit peu ce que vous avez pensé de la présentation, s'il y a des axes d'amélioration. Possiblement début d'année prochaine, puisque les congés arrivant assez rapidement,
peut-être pas tous vous recontacter d'ici là. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire appel à nous pour vous donner un petit peu plus de détails. On vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances très bientôt. Et on vous dit à très bientôt pour de prochains webinaires. Et les bonnes résolutions. Et les bonnes résolutions, très important. À bientôt, bonne journée à tous. Au revoir.